Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Créatonic. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle interview avec Marie du studio Capletter qui est juste là avec moi. Ça va Marie ? Ouais, ça va, très bien. Pas trop stressée ? Non, ça va. Non. Ça fait déjà 24 heures qu'on est ensemble, qu'on a déjà filmé plein de contenu de toute manière pour Créatonic. Donc aujourd'hui, on va pouvoir passer tranquillement à l'interview. J'ai plein de questions à poser à Marie pour essayer de la connaître un petit peu plus, que vous puissiez aussi voir son parcours. Bref, tout ce qu'elle a à vous apporter dans la formation, mais aussi en tant que personne. Donc je vous mets bien sûr les liens vers ses réseaux sociaux juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller voir et en même temps, profitez de l'interview. Alors, Marie, à nous. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors du coup moi c'est Marie, aka Capletter, le studio Capletter. Je suis rennaise, ça va faire bientôt 10 ans que je me suis installée à Rennes, et aussi bretonne depuis pas mal de générations, amoureuse de la voile et de la nature en général. J'ai un studio du coup vraiment spécialisé dans le lettering, puisque vraiment c'est ma grande spécialité depuis 4 ans maintenant que je me suis lancée à mon compte. Et je fais aussi de la formation pour des créatifs à côté dans la partie lettrage et aussi confiance en soi pour travailler sa posture face aux clients lors de prestations. C'est trop chouette. Du coup, pour pouvoir rembobiner un petit peu et avoir vraiment le début de ton parcours, tu m'expliquais hier que du coup, avant, tu étais dans le salariat. Ouais. Tu faisais quoi du coup dans le salariat ? Alors du coup, en sortant de l'école de graphisme, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans dans le design textile. Donc j'étais vraiment de tout ce qui était... je bossais avec les stylistes, je faisais tout ce qui était les imprimés, les visuels placés sur les t-shirts. Donc c'était plus proche finalement de l'illustration que du graphisme pur. Et c'était au début, vraiment j'ai adoré, j'ai énormément appris sur le tas, c'était très intéressant. J'ai travaillé pour pas mal d'entreprises de prêt-à-porter français, comme les plus connus, ça va être IKKS, Teddy Smith, et la dernière boîte pour laquelle j'ai bossé, c'était Bonobo. Et à la fin, en termes de créativement, le monde du textile, il y a une redondance, un cycle qui revient chaque été, chaque hiver, c'est très cyclique. Et en termes de valeur aussi, je travaillais vraiment pour la fast fashion, on sortait un nombre de collections hyper important et je m'y retrouvais plus et j'avais un vrai besoin de créativement de me renouveler et je savais pas du tout quoi. À ce moment-là, j'étais vraiment paumée. Mon taf était bien sur le papier, tout était nickel, mais j'étais vraiment paumée en termes de... Je me sentais mal. Il y avait pas de raison particulière, mais je me sentais mal. Et avec mon ami, on est parti pendant 1 an en bateau. Gros break, pas de dessin pendant 1 an, j'ai pas touché j'ai fait quelques lettrages, à ce moment-là c'était vraiment ridicule, mais j'ai fait quelques petits lettrages par-ci par-là, mais c'était vraiment pas grand-chose. Pour t'occuper pendant la traversée. Ouais, c'est ça, et encore, c'est en mode, ça bouge non-stop, donc... Oui, ça fait des trucs très conceptuels quand même. Donc globalement, j'ai très peu dessiné, et je pense que j'ai eu besoin de cette phase de... je veux prendre la distance avec la créativité pour me retrouver moi. Et en rentrant, on a eu une autre fille et j'ai eu besoin de me dire, attends, j'ai été capable de traverser l'Atlantique, je devrais quand même être capable de me créer un peu mon job de mes rêves et à quoi il ressemblerait. Il y avait un côté page blanche et si je pouvais faire ce que je voulais, ça serait quoi ? Ça a pris encore une petite année entre me positionner en tant que freelance et ensuite vraiment faire ressortir le studio Capletter. Et vraiment, je me suis dit... Vas-y, moi ce qui me fait kiffer plus que tout, c'est vraiment le lettrage. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une fascination pour les lettres, je pense que j'aime le côté très contraignant des 22 lettres de l'alphabet que ça m'impose, de la lisibilité que j'ai envie de garder parce que j'ai pas envie de tomber dans le côté artistique. Et en même temps, le champ des possibles qui est immense que je peux apporter avec soit apporter de l'illustration, soit les transformer, les mélanger, les effets de matière. Enfin, c'est immense. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais créer un studio avec cette spécialité-là. Direct, lettering à fond. Mais du coup, quand t'as commencé, t'étais pas très bien ciblée. Exactement. C'est ce que tu me racontais, que t'avais un petit peu de mal à te positionner. C'était du lettering, mais c'était de façon très très large. Du coup, c'était quoi un petit peu le process entre le moment où t'as vraiment dit « Ok, là je me déclare en auto-entrepreneur et c'est parti, je commence à faire du lettering », jusqu'au moment où tu t'es dit « Là, il faudrait peut-être que je cible un peu mieux mes clients ». En fait, il s'est passé environ 6 mois. Donc d'abord, je me suis mise à mon compte.
Je me suis dit, bon, je suis designer textile, c'est ma grosse spécialité, j'ai du réseau dans ce domaine-là, va là-dedans. Rapidement, je me suis retrouvée à avoir une sensation très forte de faire du salariat vs freelance et je m'y retrouvais pas financièrement et je m'éclatais toujours pas. Donc c'est là où ça a commencé à mûrir en mode, il va falloir quand même que je me crée un studio qui m'anime moi et qui, en termes de valeur, en termes de prestations, qui vraiment me montre en énergie, me fait vraiment kiffer. Et j'ai aussi développé un réseau d'abord dans ma ville. Et je pitchais pas. C'était pas clair. J'étais genre, je suis graphiste. Je fais des illustrations aussi. Et c'était genre, je suis juste boulangère. Je fais du pain. Ok. Et en fait, tu peux répondre à beaucoup de prestations. Et j'attirais des projets, mais qui m'animaient pas forcément. Humainement, des fois, je matchais pas des masses avec le client. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être une boulangère avec une spécialité. J'ai envie qu'on se souvienne de moi en mode, elle est pas juste graphiste, elle est spécialisée dans le lettering. Ah ouais, elle fait des vitrines. Ah ouais, elle fait ci. Ah ouais, son univers, c'est plutôt dynamique, un peu marrant, un peu masculin. C'est pas, c'est plutôt le revers du côté très féminin. Et du coup, c'est à ce moment-là, ça a mis du temps à mûrir, où je me suis vraiment positionnée en mode, ok, c'est quoi mon studio? C'est quoi tout son univers graphique? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme prestation qui me ferait vraiment kiffer? Et après, du coup, le discours est venu vraiment de façon un peu, tu vois, ça a découlé derrière. Et là, du coup, il y a eu vraiment, ça a une différence énorme. J'ai continué à exploiter mon réseau comme je l'avais fait, mais par contre, en plus, j'avais un positionnement super clair. Et du coup, là, j'ai commencé à avoir à tirer des projets qui vraiment de rêve, tu vois. Je m'étais dit sur papier, c'est ça que je veux faire. Et après, j'en ai eu plusieurs. Je fais genre, génial. Ah, tu m'étonnes. Moi, du coup, il y a une question qui me vient. Est-ce que toi, quand tu as commencé, c'est ton expérience dans le salariat qui t'a permis de te structurer un petit peu sur ton activité, ton studio? En fait, toute la réflexion que tu as eue sur de nicher dans un certain domaine, tout le monde l'a pas. Comme tu dis, tu peux passer des années en disant non, je prends un petit peu tout ce qui passe. Donc toi, est-ce que tu penses que c'est ton activité en tant que salarié où tu l'as vu, du coup, un peu la stratégie, les collections, pour qui ça s'adresse avant? Ou est-ce que tu as eu peut-être des inspirations sur Internet, sur Insta? Est-ce que tu as vu d'autres personnes et tu t'es dit ah, mais c'est trop bien ce qu'il a fait, il faut que je fasse la même chose? D'où ça vient, en fait? Je dirais, de mon ressenti comme ça, le salariat a plus été une difficulté de sortir de mon schéma de je suis pas que créatif. Tout d'un coup, j'ai pris une casquette de freelance qui m'a vite pas plu. Je me sentais pas bien dans ma prestation en tant que prestataire de service. Et après, j'ai pris une nouvelle casquette assez rapidement. Parce que je pense que, comment je l'ai vu, je sais plus, est-ce que c'est autour de moi, est-ce que c'est les réseaux, un peu plus chef d'entreprise. Je gère plusieurs casquettes. Il y en a plein que je maîtrise pas, il va falloir que je me forme, et ça j'ai pas le choix parce que il va falloir que ça soit plus fluide parce que j'y passais trop de temps administratif, le marketing et tout. Donc se former obligatoire. Et j'avais pas, peut-être que le salariat, le fait que j'ai travaillé pour des marques avec des univers assez précis, inconsciemment. Ouais, sûrement, influencé sûrement, mais il y avait un truc plus qui m'animait de si je crée un studio, il y a forcément un peu de moi dedans. Et je fais pas tout. Et j'ai pas envie de tout faire. C'est pas parce que je sais faire quelque chose que j'ai envie de le vendre. Et du coup, il y a tout de suite ce côté, créer un studio qui te fait ultra kiffer. Et ça ressemblerait à quoi? Et vraiment, il y avait cette réflexion-là qui était présente et qui a fait que du coup, ça m'a spécialisée. Et du coup, sur les premiers clients que tu as eus avec le studio, c'était des clients qui étaient plutôt à Rennes, parce que, comme on en a parlé, puisque c'est le sujet de ta formation, tu as beaucoup de clients en local, ou c'était plutôt des clients qui étaient autre part, en France. En gros, à quel moment tu as commencé à avoir des clients locaux et pourquoi tu as voulu avoir des clients locaux? Alors j'ai eu des clients locaux en fait assez rapidement parce que j'en ai parlé, comme je disais, un peu dès le début autour de moi. J'ai pas attiré ça matchait pas forcément en termes de prestations et même en termes de positionnement. Ma posture, c'était difficile. Quand j'ai switché sur un studio avec une image claire, un positionnement clair, là j'ai commencé à toujours utiliser mon réseau. En fait, les gens m'appelaient en me disant j'ai pensé à toi parce que ça correspondrait bien à ton univers, à ce que tu nous as présenté et tout. Donc du coup il y avait ce côté ils ont pensé à moi pas juste parce que j'étais graphiste, mais parce que l'univers pouvait matcher avec le projet du client. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers projets où là du coup j'ai pu à la fois faire des identités visuelles et des prestations sur vitrine et murs.
chez moi, c'était vraiment, tu vois, comme je m'étais posée sur mon studio en mode, tu veux quoi, Marie? Tu veux quoi? C'est quoi les prestations de tes rêves? Si tu devais faire ton idéal, ça ressemblerait à quoi? Et il y avait vraiment ce côté, j'adore le lettrage, et ce que j'adore dans le lettrage, c'est le fait main. C'est prendre le temps de réfléchir à la lettre, et donc ça voulait dire plutôt faire de l'identité visuelle pour avoir des logos. J'avais envie de prendre le temps de faire des beaux logos, des trucs bien pensés pour le client, ciblés pour sa cible à lui, pour son marché. Et j'avais envie de revenir à du fait main, à peindre sur des grands supports. Et donc ça voulait dire, je me suis dit pourquoi pas faire des vitrines, faire des murs. Et donc je me suis dit, dans ces cas-là, je vais pas aller à l'autre bout de la France. J'avais ce besoin techniquement de développer plutôt déjà ce que j'avais, et j'avais vu que mon réseau marchait. Donc je me suis dit, je vais continuer. Et j'étais pas méga à l'aise. Je l'ai même pas fait du tout du démarchage en direct. C'était pas mon délire. J'étais timide. J'étais pas. Mais par contre, du coup, j'ai utilisé les réseaux sociaux, mon site web et le réseau local. Mon premier réseau local autour de moi, avec un discours clair, un positionnement clair, et qui m'a permis d'avoir des projets avec elle, ça a matché super. Oui, parce que tu me racontais que du coup, ton premier projet, c'était la première vitrine que tu as fait. Toute première vitrine, c'est une ancienne collègue qui a parlé de moi parce qu'elle avait entendu une boutique avoir besoin d'un projet, et du coup, tu vois, j'y suis allée en mode, vas-y, j'en avais jamais fait, j'étais genre... Ok, tu sais c'est quoi la phrase Fake it until you make it. Exactement. Là j'étais à fond là-dedans, j'étais genre ok, je flippe mais je pense que j'en suis capable, je vais y aller, et en plus le résultat était top, j'ai trop kiffé, ça m'a rassurée dans mon choix. Moi ça aurait pu me permettre aussi de pivoter si finalement je me suis rendu compte que c'était pas mon kiff. Et ça m'a rassurée. Et je me suis dit, vas-y, je continue. Ce commerce-là a parlé de moi à d'autres. J'ai une autre relation qui a eu vent d'un projet d'un café vélo qui ouvrait à Rennes. Et pareil, qui m'a dit, écoute, j'ai pensé à toi. Ils ont d'autres graphistes, hein, c'est pas fait, mais rencontre-les. Alors, ils étaient 4, donc... il fallait, rien n'était fait, et du coup, pareil, on s'est rencontrés, le fait de voir les gens en vrai, de tisser du lien. Eux, ils avaient envie de travailler avec principalement, pareil, des personnes locales, et c'est à ce moment-là, vraiment, en les rencontrant eux, je me suis dit, c'est en plus une vraie force d'être en présentiel. J'avais, quand je me suis mise freelance, j'ai un peu baigné dans le côté, dans mon métier, on peut travailler de n'importe où. Alors oui, mais en fait, c'est aussi une force de pouvoir voir les clients sur place, d'être vraiment à l'écoute. Et puis en plus, je travaillais, pas tout le temps, mais je travaillais avec avec des commerces. Et donc du coup, c'est aussi important de voir le lieu, de s'inspirer, de se projeter, d'avoir des idées en étant sur place. C'est super important. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite freelance, tu peux faire que du entre guillemets télétravail, en remote, être à la maison et tout faire à distance et ne jamais voir le client. Ouais. Moi, j'en ai fait énormément comme ça, mais c'est vrai que d'aller voir la personne et de la conseiller, d'être à côté d'elle en disant « Non, mais regarde, là, t'as fait cette idée, mais en fait, on pourrait essayer de faire ci, faire ça. Moi, je me sens capable de faire ça. » Ça peut lui aussi l'inspirer, lui donner confiance aussi. Le fait d'avoir un expert à côté de soi, généralement, on lui fait confiance. On lui dit « Ouais, c'est une super idée, vas-y. » Pas carte blanche, mais un peu plus de liberté que si tu étais caché derrière un mail et t'envoyais juste des JPEG, quoi. Où la personne, en plus, elle va être derrière en disant « Alors, je comprends rien, mais ça me va pas, je sais pas. » Là, t'es vraiment sur place pour la conseiller et je trouve ça génial d'avoir un petit réseau local pour ça. Ouais, et puis en plus, quand t'es freelance, parfois au début, tu peux avoir un sentiment un peu de solitude, t'as plus tes collègues, tu dois recréer un lien social. Et finalement, ça fait du bien de voir les clients en vrai. Ça fait du bien de tchatcher, d'être à l'écoute, d'être dans l'échange humain, ça fait un bien fou, ouais. Et en plus, ce que je trouve aussi assez impressionnant, c'est que là, on est à Rennes, c'est pas non plus une toute petite ville, on n'est pas dans un patelin paumé, mais c'est pas non plus Paris. Mais du coup, les commerces se connaissent. En tout cas, par quartier, je pense que si tu fais une vitrine, effectivement, dans le centre-ville, il va en parler un petit peu à ses voisins dans la rue, surtout sur la restauration et les commerces, ils se connaissent beaucoup entre eux. Et du coup, ça peut aller très vite, quoi. Et donc, t'as fait des vitrines, des logos, t'as travaillé un petit peu en local, mais aujourd'hui, sur le type de projet que tu reçois, c'est beaucoup de clients locaux, mais pas que. C'est surtout dans le Grand Ouest. Okay. J'ai quelques exceptions qui sont à Paris. Je travaille avec l'entreprise Kobo qui fait des tablettes numériques, des livres sur tablette. Eux, le siège est même pas en France, je crois, mais sinon elle est à Paris. Donc j'ai quelques exceptions, mais sinon la grande majorité. Là, je viens de terminer un projet d'un café-restaurant qui va ouvrir à Brest. Donc ouais, globalement, c'est le Grand Ouest. Trop bien.
Mais du coup, t'as aussi ta particularité, c'est que tu démarches pas en porte-à-porte. T'as des clients en local, mais moi, je dis ça à n'importe qui ne te connaît pas, je pense qu'il va t'imaginer avec ton carton à dessin sous le bras. Tac, 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 bonjour. Est-ce que vous voulez voir mon portfolio? Mais pas du tout. C'est pas ta stratégie. Pas du tout. Toi, tu es plutôt derrière un écran, du coup, de façon digitale, pour essayer d'attirer des clients locaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu es arrivé à faire ça? Parce que j'imagine que tu as pensé au porte-à-porte au début. Je me suis vite fermée à l'idée de... Attends, tu sais, dans mon fameux plan idéal, c'était... Je veux que le client il vienne à moi parce que il veut mon univers, il veut mon style. Je veux pas répondre à tout le monde, je veux pas faire du tout le monde. Ça c'était clair dès le début. Je savais que je voulais des prestations assez variées et je voulais un studio qui ne fasse pas que de la prestation de service. Je voulais aussi transmettre, être dans l'échange avec d'autres créatifs pour pouvoir apporter ma petite graine à l'édifice et tirer un peu, pas tout le monde, mais tirer d'autres créatifs vers le haut en mode vous aussi vous pouvez faire des trucs qui vous font kiffer, vous aussi vous pouvez oser voir grand sur des projets qui sont ambitieux ou dans lesquels vous seriez fiers. Et du coup mon envie première c'était que le client vienne à moi. Et je me suis dit OK t'es mignonne mais comment tu vas développer ça? Bon, petit à petit, ça faisait déjà un moment que je m'étais vachement approprié Instagram, dans lequel je me sentais finalement plutôt à l'aise, à ma surprise, parce qu'au début j'étais un peu en mode c'est quoi ce truc, j'y arriverai jamais. Et en fait vraiment plus tu fais, plus tu te l'appropries et j'avais des bons retours, j'ai rencontré des clients grâce à Instagram et je me suis dit OK, il y a un truc à faire, il faut que je continue sur cette partie-là. Ne néglige pas Instagram, ne néglige pas les créations que tu postes, comment tu les postes. Donc vraiment il y a eu cette grosse partie d'Instagram. Mon site web aussi, de bien travailler. J'ai travaillé avec une web designer. Pareil, j'aurais pu le faire, mais j'aurais juste passé plus de temps. Je voulais qu'il soit bien référencé. J'ai écrit quelques articles aussi qui étaient bien ciblés pour toujours dans l'idée de c'est des actions qui pourront travailler pour moi, quoi. Donc aujourd'hui, si je tape graphiste Rennes, tu sors? Ouais. Je suis dans la première ou dans la deuxième page, mais je crois que là récemment, j'ai un prospect qui m'a contacté. Elle, à côté de Rennes, elle m'a dit, moi, je travaille que avec des produits locaux. Je veux aussi travailler avec des prestataires locales. Et du coup, elle me dit, j'ai tapé graphiste Rennes et vous étiez dessus. J'ai aimé votre site. Ça fait pas tout d'avoir un positionnement local. Derrière, il faut aussi être clair sur qu'est-ce que tu proposes, avoir un univers, c'est un tout. Et aussi ta posture en tant que créatif, c'est comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est important d'accompagner, de conseiller le client, d'être là en tant qu'expert, pas juste exécutant. Oui, tout à fait. Mais c'est hyper intéressant, du coup, que tu aies vraiment pris parti sur le côté digital. Dans le sens, le site web, Instagram, tout ça. Mais tu montres beaucoup sur ton Instagram que du coup, t'es dans le Grand Ouest, que t'es à Rennes. Je mets à chaque fois que je suis sur Rennes, je mets des lieux, Parce que tu penses que les gens, parce qu'ils sont à Rennes, tu sais, avec Instagram, avec l'IP, ils repèrent un petit peu où t'es. Ouais. Donc, le fait que tu mettes beaucoup de choses autour de Rennes, tu dois popper sur leur feed ou dans leurs recommandations. Et il y a autre chose, du coup, je dis tous les trucs de la formation, mais il y a autre chose qui m'a vachement aidé, ça a été un bon tremplin, ça a été que j'ai suivi des comptes Instagram de ma région, plutôt gros. Alors du coup, moi, je ciblais plutôt des choses culturelles. Et pareil, ça a mis des graines, on a commencé à échanger. Et puis un jour, cette personne elle m'a rappelé, elle m'a fait travailler sur une première vitrine, puis une deuxième, puis un projet avec l'Office de tourisme de Rennes. Donc, il y en a peut-être, je sais pas, de tête, il y a forcément peut-être des comptes que je suis qui ne m'ont peut-être rien donné, mais ça a été aussi des actions qui m'ont finalement placée dans ma ville. Exactement. Sur des projets. Donc ouais. La stratégie réseaux sociaux, Instagram. Ouais. Mais c'est vachement bien. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il faut se placer dans le domaine, se faire sa petite place. Exactement. Dans le domaine, la niche que l'on veut sur les réseaux sociaux, sur Insta, YouTube, site, n'importe. Comme ça, on est référencé parmi les gens qui sont à cet endroit et on peut nous choisir vraiment. Et au début, je m'étais dit, je vais me spécialiser. En me spécialisant dans le lettering, je vais essayer de trouver ma place en France. Et en fait, n'empêche, c'est quand même... Je sais pas si c'est plus dur, c'est que moi je voyais ça comme quelque chose de plus difficile parce que le territoire est plus grand, il y a plus de monde, j'avais de la concurrence sur Paris, Il y en a beaucoup de la concurrence en lettering en France ? Beaucoup, je dirais pas. Il y en a. Beaucoup non.
on n'est pas encore si nombreux que ça. Et après, j'ai envie de te dire, pas heureusement, mais non, j'ai envie de te dire, ils sont chacun leur style. Oui. On a vraiment des styles vraiment très particuliers, et je pense que c'est la force de faire du lettrage, justement. Lettrage, illustration. Exactement ça. Oui, c'est exactement la même chose pour vous dans l'illustration. Votre force, c'est votre personnalité, c'est l'univers que vous présentez, pas juste le fait que vous sachiez bien dessiner. Oui, exactement. Sinon, tu tombes dans l'exécutant et exactement. Tu t'éloignes du côté. Moi, je différencie bien artiste et créatif. Ouais. Pour le coup, et du coup, je dis toujours que c'est un peu les deux extrêmes et qu'il y a une espèce de jauge au milieu. Donc, où est-ce que tu te situes? Et effectivement, tu peux aller du côté exécutant à fond et donc créatif, exé, ou tu peux pencher un peu la balance du côté artiste et du coup développer ton univers, ton style et qu'on t'appelle pour toi. Ouais, exactement. C'est vraiment ce qui s'est passé aussi chez moi ces dernières années, et franchement, c'est incroyable qu'il y ait des clients qui te choisissent parce que c'est toi en particulier et que t'es pas juste un illustrateur. Et c'est exactement ce que tu as fait avec ton studio, et même si tu as de la concurrence, petite, grande, n'importe, c'est ce qui te différencie, et c'est ce que le client dans sa tête, il va dire ok, Marie, elle a plus un style comme ça, ça correspond plus à notre audience à nous plutôt que machin qui a un style complètement différent, quoi. Donc c'est chouette, c'est le travail de positionnement. Exactement. Quand j'ai des devis qui sont pas validés, souvent quand je pose la question, c'est souvent le style de l'autre nous convenait plus. Et en fait, il y a un moment, je peux pas être quelqu'un, je veux pas être quelqu'un que j'ai pas envie d'être. Je nourris mon univers, mon style au quotidien en permanence, il évoluera avec le temps et tout. Donc je me dis c'est OK, c'est tout à fait Mais est-ce que tu refuses aussi certains projets des fois? C'est m'est déjà arrivé, par exemple, sur des prestations de vitrine, qu'on m'appelle en mode exécutante. Et tout de suite, je me suis dit, attends, moi, mon cœur de métier, c'est quoi? C'est d'apporter l'idée, c'est d'apporter la créativité. Alors oui, c'est un bonus parce que derrière, je vais pouvoir l'exécuter. Et encore, ça dépend. Là, par exemple, le restaurant à Brest, je vais plutôt utiliser une peintrelette vraiment spécialisée dans ce domaine-là, dans les dorures et tout, parce que ça sera du permanent, c'est quelque chose qui demande un savoir-faire que je n'ai pas acquis, que je dirais pas jusque-là. Donc je sais aussi déléguer cette partie-là. Mais quand je peux le faire, oui, bien sûr, je le fais. Et à l'inverse, je refuse des projets où on me demande j'ai mon logo, il est déjà fait, je voudrais juste le réaliser pour un temps sur la vitrine. Non, je vais décliner ce genre de proposition. Ou alors, c'est mais pas encore arrivé, mais un univers qui me correspondrait pas du tout. Ça m'arrivait au tout début, avant que je me positionne, mais depuis, en fait, en général, comme les gens découvrent mon portfolio, mon site, ma vitrine sur Instagram, en général, il n'y a pas de surprise sur, je sais pas, ils vont pas me demander un style complètement différent de ce que je fais d'habitude. Donc, pour l'instant, sur des plus gros projets, c'est pas arrivé. T'as pas des clients qui sont arrivés avec des illustrations de d'autres personnes en disant « je veux ça sur ma vitrine » ? Non, c'est m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me proposent des idées où tu te dis non, on va essayer de pas faire ça, mais en général vraiment rapidement je me positionne en mode vraiment on va trouver une idée originale. Justement, il me paye pour ça, donc du coup c'est vraiment on va essayer de sortir du lot, qu'on va pas juste faire un Père Noël, un énième Père Noël, on va pas essayer on va pas rester dans des standards, quoi. Sinon, ça vaut pas le coup de travailler avec un studio de création si c'est pour faire des choses classiques derrière. Exactement. La personne, tu prends un calque géant et tu le fais toi-même, quoi. Mais du coup, justement, en parlant des mauvaises choses qui auraient pu t'arriver avec des clients, est-ce que toi, t'as fait des erreurs? Quand t'as commencé, justement, avec tes clients, donc tes vitrines, les logos, est-ce qu'il y a des erreurs que t'as fait ou maintenant, rétrospectivement, tu te dis oh là là, j'étais peut-être trop jeune, je savais pas, et ça t'a pas nui non plus, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer? Une erreur que t'as pu faire. Franchement, quelqu'un qui veut se lancer, un conseil, juste fais des erreurs. Franchement. En fait, c'est con, mais si tu fais pas d'erreurs, c'est que t'as pas essayé. Et je me dis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. T'as des projets clients que tu cadres pas bien, ça part un peu dans tous les sens. T'as pas noté le nombre de modifications, ça n'en finit plus. Mais tout ça, ça m'a nourri pour me dire attends, en fait, ça c'est pas possible que ça se reproduise comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre. J'ai utilisé j'avais utilisé une fois sur une vitrine un marqueur. C'était marqué indélébile. J'avais dit au client surtout mettez rien sur la vitrine. C'est parti en cacahuète. Le truc il a craquelé, c'était immonde.
Ben super en fait. Sur le coup, tu te prends ta suée et après tu dis bon très bien. Ça, j'utilise plus ce matériau-là, enfin cette peinture-là. Et avec des projets clients, c'est la même chose. Des fois, ne pas oser rappeler le client parce que t'as un doute et te dire je vais rester dans ma petite tête et imaginer que. Et après, tu perds du temps parce qu'en fait, si tu l'avais appelé direct, ça aurait été 1000 fois plus vite. Bon tout ça, je me dis mais merci et j'apprends encore des tas de choses aujourd'hui. C'est grâce au fait que je fais encore des erreurs et que j'en ferai encore, que j'affine, que je travaille toutes mes offres, mon positionnement, ma posture face au client, etc. Et je pense vraiment que les erreurs c'est la meilleure chose qui peut tous nous arriver. Oui, là-dessus on est un petit peu pareil, en mode si tu le fais pas, tu sauras Exactement. pas. On fait des erreurs, on y va et l'erreur justement, s'il y en a une qui arrive, c'est un problème de demain. Exactement. Oui, c'est ça. Sinon, on reste dans la tête de « oui, mais si ça se passe mal, oui, mais si je sais pas gérer ça, oui, mais en fait, t'avances pas, en fait. Tu décides de rester à la case départ et de rallonger le temps ou tard, si t'as envie vraiment d'y aller, tu iras, quoi. Ouais, c'est exactement pour ça que je ne dessine pas sur papier. Parce que c'est trop mis sur les erreurs peuvent vite arriver et tu peux pas effacer, tu peux pas revenir en arrière. Alors tu vois, faire une vitrine ou quelque chose comme ça, après la vitrine avec un petit torchon tu peux enlever, tu vois. Alors que moi j'adore, il y a un exercice que je fais souvent dans mes cours de lettrage, c'est on prend un bic ou un crayon, mais on prend surtout pas de gomme. Et tu vas dessiner une lettre et justement tu vas aller dans c'est pas grave si c'est pas parfait parce que du coup tu vois c'est juste lâcher sur le perfectionniste et se rendre compte que c'est en faisant et en pratiquant qu'on va forcément y gagner. On a toujours quelque chose à y gagner. Alors même si sur le coup, t'as l'impression que, je sais pas, t'es le pire prestataire du monde parce que tu t'es loupé sur un truc. Franchement, quand tu prends du recul après, le temps passe, en fait, tu te dis, grâce à ça, j'ai appris et je gère mieux sur une fois d'après. Donc, je trouve que c'est un très bon exercice à faire au quotidien faut y aller, faut se planter, les gars. Après, ça, c'est sur le côté créatif, mais sur le côté entrepreneuriat. Est-ce que tu as fait aussi des erreurs sur, justement, le fait de lancer son studio, c'est pas rien. Surtout que tu t'es pas dit dès le début, je commence en exé et au fur et à mesure, on verra. Toi, tu t'es dit, on lance un studio spécialisé dans un domaine, c'est parti, les gars. Et non, ça t'a jamais fait peur Si. Si. Je pense que les montagnes russes émotionnelles, elles sont là. Je suis ok avec. Enfin, je sais pas. Tu vois, je suis pas morte. C'est pas un fil. Non. Je suis comme ça en permanence. Il y a des moments où je suis contente, des moments où je doute de moi. Et j'ai envie de te dire, c'est la vie. Enfin, tu vois, je vis avec des émotions. C'est ok. Moi, je me suis beaucoup formée au développement personnel, donc j'apprends beaucoup de moi, d'accepter mes émotions, elles viennent comme ça. Je pratique beaucoup la respiration, le yoga, qui fait que, ça m'aide. Ça m'aide à, tu vois, même face aux clients, on en parlait de faire des erreurs. En fait, avant, j'aurais été vraiment en mode, je suis honteuse, je me serais rabaissée tout de suite dans ma tête pendant 3 jours, je me serais trouvé la pire graphiste du monde. Et maintenant, j'apprends à me dire, attends, c'est une erreur, ça m'appartient pas, c'est pas moi, c'est pas toute mon entité, tu vois, je prends du recul là-dessus et je travaille toujours ma posture face au client en mode, ok, j'ai fait une erreur, je vais trouver une solution. Enfin voilà, je prends les choses, je l'accompagne, ça arrive. Tu vois, en général, en face, les gens ils sont en mode, ok, ça arrive. Ça fait partie de ton expertise aussi, de savoir rebondir quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la prestation, de trouver une solution pour ton client pour qu'il soit satisfait au final. Mais tu vois, au début, au tout début, il y a 4 ans, j'aurais plus été en mode autruche, en mode, je veux pas le voir le problème. Non, surtout parce que j'avais peur du regard du client, alors qu'en fait, là-dessus, vraiment, j'ai switché en mode, ma valeur, elle est pas remise en cause parce que j'ai fait une erreur. Et il vaut mieux dire les choses, réparer, remettre, ok, on va en faire autrement. Ouais, c'est ça. Si t'as un crayon qui craquelle au bout d'un moment sur une vitrine, on refait un trou, les gars. On trouve une solution et puis c'est parti, quoi. Personne n'est mort avec du graphisme ou l'illustration. Donc tout va bien et plus qu'à continuer. C'est trop cool. Et du coup, pour revenir sur le sujet un petit peu des clients locaux, si aujourd'hui tu as quelqu'un qui est très jeune qui vient te voir en disant écoute Marie, moi aussi j'ai envie de développer quelques clients dans mon domaine en local, et c'est quoi, on va dire, la première chose que tu lui conseillerais, vraiment le conseil global pour commencer ça? Peut-être que c'est commencer un Instagram ou des choses comme ça, mais ou un portfolio ou la première chose, c'est cette fameuse page blanche de tu veux quoi. Parce qu'en fait, tu peux ouvrir un Instagram, ça prend 2 minutes. Faire une page sur WordPress ou un site, c'est vraiment rapide. Mais si derrière, c'est pas clair
En fait, si c'est pas clair, tu vas passer un temps fou et tu vas perdre du temps et de l'énergie, de la charge mentale de dingue à essayer ça. Et puis après, alors nous, nous les créatifs, le plus dur, je sais que c'est pour notre propre identité. Donc c'est important de se dire, je fais des choix. Je fais des choix de l'univers, de la gamme de couleurs, de mes prestations, des valeurs, du ton que je veux donner à mon studio. Ça veut pas dire que les choses elles vont pas être mouvantes. Ça veut pas dire que dans un an, finalement, je m'y retrouve pas. Ou ah tiens, j'aimerais bien plus faire de l'édition. Ou, ah non, j'aimerais bien plus me spécialiser dans le monde de l'enfance. Mais en fait, c'est ok. Ça t'appartient. T'en fais ce que tu veux. Mais à un moment, vaut mieux passer à l'action, décider, avancer et rechanger que rester dans ah non, mais en fait, ce logo là est trop bien. Non, celui-là. Non, en fait, je veux dire ça et je veux aussi dire ça. Donc la première chose qui, je pense, est quand même vraiment difficile, c'est vraiment se positionner sur tu veux quoi et à quoi ça ressemble. C'est quoi ton business, c'est quoi ton studio, c'est quoi tes différentes sources ou ta source de revenus, c'est quoi tes prestations, exactement. Donc je pense que la première chose, avant même de penser au local et tout, même si ça peut faire partie finalement de ta stratégie, c'est de savoir l'univers de ton studio. Ouais. Et du coup, c'est ce que tu apprends à tes élèves parce que tu fais un petit peu de formation à côté. Ouais. C'est quoi exactement ce que tu proposes ? Du coup, je propose des formations en ligne. Pour l'instant, j'aimerais bien, je vais peut-être en faire présentiel, mais sinon, c'est plutôt en ligne sur tout ce qui est le lettrage. Donc, on va bosser les mots, la composition, un peu de vectorisation aussi, les bases de la vectorisation. Tout ce qui est développer sa créativité autour de la lettre. Je l'ai fait travailler sur des exercices qui les, un peu comme je t'en parlais tout à l'heure, qui les poussent un peu dans le lâcher prise, dans le perfectionnisme, dans mon Dieu, tout le monde fait des trucs trop beaux sur les lettrage et moi là, j'arrive pas à les finir. Donc tu vois, toute cette partie, je trouve aussi ça touche vachement la confiance en soi, de ton rapport à ta propre créativité. J'adore à toucher à ces sujets-là. Donc voilà. Ah oui, non, j'ai une autre formation, j'ai oublié, mais j'ai une autre formation sur les vitrines que je sors plus ponctuellement pour, voilà, si d'autres ont envie de se lancer sur des projets sur vitrine, c'est la partie technique, la partie aussi démarchage, la partie confiance dans le fait que tu es capable de le réaliser avec des exercices, etc. Donc c'est vraiment le partage aux autres. J'adore, on en parlait un petit peu hier, le fait d'éduquer un peu des futurs collègues, de montrer tout ce qui est possible de faire dans nos métiers. Il y a tellement de possibilités. C'est pas parce que, on le disait juste avant, que tu te niches, que tu essayes de te spécialiser dans un certain domaine, que tu vas pas pouvoir t'amuser et de faire des choses grandioses. Et je trouve ça assez incroyable. Moi, je le dis tout le temps à mes élèves, je dis mais vous n'êtes pas obligé de choisir un truc et de rester ad vitam aeternam là-dedans. Pas du tout. Au contraire, un créatif, ça change, ça évolue. Mais en plus, avec notre âge, notre expérience, on a envie de faire des choses nouvelles. Être couteau suisse au niveau des compétences, pourquoi pas, mais il faut quand même se spécialiser dans un domaine pour pouvoir trouver plus facilement des clients, quoi. Et ça veut pas dire que tu auras pas un jour un client qui sort un peu du lot. Comme je disais, j'ai des clients qui sont pas forcément dans le Grand Ouest, je travaille comme avec eux. Je fais des identités visuelles, mais je fais aussi de l'illustration. Là, j'ai fait des illustrations beaucoup plus poussées qui mélangent vraiment illustration et lettrage pour des packaging, pour des produits. C'est pas parce que tu spécialises que tu vas... Je sais que des fois, on a la croyance de si je me spécialise, je vais me fermer les portes à du projet. Pas du tout. Les clients, ils ont la flemme d'aller chercher 3 ou 4 graphistes différents. Exactement. Moi, pareil, j'ai un diplôme de graphiste, mais je me présente comme illustratrice, mais ça m'a pas empêché de faire des illustrations pour une petite marque, pour une cliente qui avait sorti une marque de tétines naturelles pour les bébés. Et du coup, une fois que j'ai fait les petites mascottes en illustration, elle m'a dit Aurore, tu fais pas un peu de packaging? Si, totalement. Hop, c'est parti pour la maquette. Ensuite, j'ai fait des images pour les réseaux sociaux parce que elle a pas le temps d'aller chercher 3, 4, 5 freelances différents. Moi, elle me faisait confiance, elle avait vu mon expertise, et du coup, elle m'a demandé, et c'est parti, quoi. Ça, ils viennent souvent pour t'as spécialisé ton univers quelque chose en premier, et après, en général, il y a une déclinaison de support de com ou de projets qui peuvent être vachement intéressants. Et ça t'est déjà arrivé avec des clients, par exemple pour les vitrines, et qui t'est dit tiens, ce que t'as fait sur la vitrine, refais-le, on fait des cartes, tu vois, j'en sais rien. Du coup, un des cafés que j'ai fait à Rennes, on avait bossé toute l'identité visuelle, et après ils m'ont contacté pour faire les vitrines, et on a fait une peinture à l'intérieur de leur café. J'ai une cliente pour laquelle j'avais fait d'abord une illustration sur son vélo cargo, après c'était l'identité visuelle, et après c'était les packaging. Donc, tu vois, en général, ça peut découler sur autre chose derrière. À base d'un même visuel. Ouais, exactement. C'est top. C'est super. Écoute, on a déjà fait un bon tour pour pouvoir te connaître, avoir un petit peu tout ce que tu fais, ton activité. Merci beaucoup, Marie, c'était super intéressant. Donc, pour rappel, tous les liens vers les réseaux et le site de Marie sont juste en dessous, Studio Capletter sur Internet. Comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, bien sûr, le lien vers la formation. Yes, grave. Sur la page de prévente qui est juste en dessous.
Et puis, on retrouve Marie sur les réseaux sociaux et nous sur le YouTube et sur le Insta de Créatonique. Merci beaucoup. Merci, Aurore. Salut.